Salut Rémi, Salut! merci d'avoir accepté mon invitation. Rémi, tu es professeur de sciences politiques à l'université de Lille. Si je t'ai invité, c'est pour beaucoup de raisons, parce que tu as contribué à une note publiée dans le think tank Intérêt Général, sur lequel on reviendra, hein, sur en gros la forme partidaire en 2024. En gros, tu fais un espèce de bilan, enfin vous faites un espèce de bilan et genre, vous en tirez des conclusions pour la suite. Parce que tu as aussi publié une tribune dans Le Monde il y a une semaine appelant à une primaire ouverte de la gauche pour sortir un peu de l'impasse dans laquelle on est politiquement. Mais justement, en parlant d'impasse, on est mercredi 4 septembre, on n'a toujours pas de Premier ministre. Emmanuel Macron refuse pour l'instant toujours de nommer un Premier ministre. Il continue de consulter maintenant par téléphone. La gauche, à savoir le nouveau Front populaire, continue de demander à ce que ce soit Lucie Castet qui soit première ministre. Euh, Emmanuel Macron n'a pas l'air trop d'écouter. Comment est-ce que toi, tu lis cette séquence qui a commencé avec les élections législatives le 7 juillet dernier jusqu'à aujourd'hui? Je te livre, moi, genre en une phrase, ce que j'en lis et tu me dis si tu es d'accord. Moi, j'ai l'impression que rien n'a trop bougé depuis le 7 juillet, ce qui est un problème. Ni les arguments du nouveau Front populaire, ni les arguments d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il veut un gouvernement qui ne soit pas censuré. Le nouveau Front populaire veut Lucie Castet, sans majorité à l'Assemblée nationale. Bon, bah voilà. Ouais, bah, ça devient un peu vaudevillesque, hein, ça devient, avec le temps, je sais pas s'il faut en rire ou en pleurer, mais ce qui est sûr là, c'est que, Macron est complètement embourbé. Parce qu'il a voulu en fait régler lui-même, la question du gouvernement et de la majorité, alors que c'est pas son rôle, hein. Son rôle, c'est de prendre en compte les élections, et même s'il se dit garant de la stabilité des institutions, c'est pas à lui de tester la viabilité ou l'acceptabilité d'une majorité. Donc du coup, il s'est piégé lui-même, puisque en fait, en voulant régler lui-même le problème avec tout ce que ça comporte de crispation, eh bien, il s'est mis un petit peu dans le jeu des partis, et il s'est embourbé dans le jeu des partis. Et comme la situation est inextricable, là, on a l'impression qu'il ne trouve personne, quoi. Et d'ailleurs, la déclaration de candidature d'Édouard Philippe hier, qui rajoute à la confusion, eh ben, elle montre que son propre camp pense qu'il n'y a pas d'issue, et voire même anticipe une élection présidentielle anticipée. Voilà, donc ça c'est pour globalement la situation de cette situation, et moi en fait je l'analyse. Bon, elle est relativement inextricable cette situation, et de toute façon moi je ne crois pas qu'il y a de solution viable, parce que personne n'a intérêt au compromis, parce que aussi on est dans une situation où il y a à la fois tripartition, mais aussi polarisation, c'est-à-dire que chaque camp n'entend pas se compromettre avec l'autre, et puis hyper-présidentialisation, c'est-à-dire qu'il y a l'hyper-présidentialisation du côté de Macron qui veut garder la main, et il y a l'hyper-présidentialisation du côté de beaucoup de candidats qui préparent l'élection présidentielle. Et donc cette conjonction de tripartition, polarisation, hyper-présidentialisation a créé une situation qui est relativement inextricable. Alors sur la gauche, bon, moi, je te cache pas que j'étais un peu sceptique sur cette, revendication à tout prix de victoire de la gauche, qui en fait a été imposée par Mélenchon le soir du deuxième tour des législatives, hein. À 20h03, il a dit 2 choses: «La gauche a gagné, petit 1, ça sera le programme et tout le programme». Voilà, et en fait, il a donné le tempo comme très souvent Jean-Luc Mélenchon le fait, hein, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que c'est lui qui donne le là de la coalition à gauche. Et donc il a entraîné la gauche effectivement dans une dynamique un peu compliquée, où la gauche revendique un pouvoir en sachant qu'il va être éphémère. Alors c'est du symbolique, hein, il faut l'obtenir pour sans doute avoir peut-être accroché quelques décrets pour avoir une victoire, mais du coup la gauche aussi se met dans une situation très compliquée. Euh, Mais attends, tu penses qu'il aurait fallu dire quoi? Dire alors, bon, bah, en fait, on a perdu? je sais pas, c'est ça qui est compliqué. Je ne dis pas qu'il, enfin,
c'était très compliqué de ne pas dire qu'il fallait, que la gauche avait gagné. Voilà, ça c'est sûr. Après concrètement, à quoi ça sert de que est-ce que bon, c'est une question qu'on peut poser quand même. C'est à quel prix le pouvoir, quoi? Je veux dire, le pouvoir pourquoi? Le pouvoir, pour agir, pour arracher quelque chose. Enfin, voilà, moi je ne sais pas, hein, c'est pas moi, je suis pas homme politique. Ce Mmh. que j'observe, c'est que depuis, en fait, la gauche est aussi dans une situation compliquée. Hein. Il y a eu la difficulté à nommer un Premier ministre. Et puis maintenant, en fait, on est dans une situation, alors pour l'instant, où la gauche est assez préservée. Hein. Si c'est Bernard Cazeneuve qui sort du chapeau, on verra ce que ça va donner au PS et que ça va être très tendu, à mon avis. Bah là, ils Mais ont sorti quand finalement, la même gauche n'a pas gagné quand même son pari. ils ont sorti une résolution hier soir Ouais. indiquant très clairement que l'hypothèse Cazeneuve pourrait être censurée, quoi. Alors, D'accord. Bon, c'est assez clair. Ils ont sorti ça de leur congrès parce qu'ils je étaient pense que le PS a tout à fait intérêt, sur le fond comme sur la forme, à adopter cette ligne stratégique. J'entends ce que tu dis. Aujourd'hui, ça c'était pour la séquence qui a duré 2 mois et qui a été ouverte par les élections législatives. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu considères qu'on est toujours, que c'est toujours, c'est plus le programme, rien que le programme, c'est plus, on a gagné, enfin, on continue à le dire, bien évidemment, enfin, la gauche continue à le dire, mais il a quand même un peu évolué le Mmh. discours. Comment est-ce que toi tu lis cette évolution? Est-ce que tu penses que ça peut aboutir? Est-ce que tu penses que Lucie Castet a encore ses chances d'être première ministre? Bah, en fait, bon, hier, moi je sais pas, hein, difficile de déchiffrer ce qui se passe, mais apparemment hier, Macron hier a retéléphoné, a eu un échange téléphonique avec Faure et Boris Vallaud. Donc je pense que Macron est peut-être en train de se rendre compte qu'il aurait peut-être dû purger l'option gauche avant de passer à une autre option. Parce qu'en fait, concrètement, il a voulu garder la main. Heu, bon, et il doit quand même, d'un certain point de vue, honorer la revendication de victoire de la gauche. S'il ne fait pas ça d'une manière ou d'une autre, il va créer, renforcer une situation de déni de démocratie qui est déjà très, très, forte, hein, telle qu'elle est perçue. Voilà, donc moi je ne sais pas, hein, il est tellement, imprévisible ce président, de la République que je ne je est-ce qu'il ne va pas revenir en fait à cette option initiale pour essayer au moins d'avancer? C'est-à-dire de, voilà, quitte évidemment à ce que Lucie Castet, de toute façon, c'est ce qui arrivera. Elle sera forcément censurée à un moment ou à un autre. Bon, donc, est-ce qu'il ne va pas revenir finalement à la logique un peu institutionnelle qui aurait dû le conduire à nommer Lucie Castet? Je ne sais pas, probablement. Moi, j'ai tendance à considérer qu'il aurait intérêt, dans un premier temps, à nommer un Premier ministre issu de la gauche, voilà, pour prendre les choses avec ordre et logique. Après, je ne sais pas ce qu'il va faire. Il me semble quand même, moi, il me semble quand même que je suis allé aux universités de Blois du PS. Bon, il y a des tensions. La droite du parti, finalement, conteste l'alliance avec LFI et plutôt pour une position de compromis avec Macron. Mais il me semble quand même qu'ils ne sont pas prêts à faire n'importe quoi. Et il me semble que le PS, et c'est ce qui, à mon avis, c'est ce qui fait que la candidature peut-être même de Cazeneuve achoppe, c'est que Cazeneuve, il veut des marqueurs de gauche. Il veut pas aller à Matignon sans avoir des biscuits sur la réforme des retraites, sur le pouvoir d'achat. Et donc, pour l'instant, je trouve que globalement, la gauche gère assez bien la séquence. Hein, et notamment, Olivier Faure tient ses troupes. Voilà, est-ce que ça va durer? C'est difficile à dire. Voilà, j'ai tendance, donc je résume, je pense quand même que l'option centre-gauche, ça serait dans la logique qu'elle soit privilégiée par Macron. Après, on verra, quoi. C'est bien parce que tu nous amènes sur le terrain de la gauche et des divergences qui peuvent exister à gauche, sachant qu'il y a quand même ce socle d'opposition au macronisme, hein, qui est tenu à la fois par la France insoumise et à la fois par ce que tu appelles l'aile droite du Parti socialiste. En gros, si je résume rapidement, que ce soit Jean-Luc Mélenchon ou Nicolas Meyer-Rossignol et Lamia El Harraj, ils veulent tous
l'abrogation de la réforme des retraites. Alors, ils le disent avec des mots qui sont un peu différents, avec des temporalités qui ne sont pas exactement les mêmes, mais en gros, ils veulent rompre avec le macronisme. Mais il y a plein de choses qui les divisent aussi, notamment sur le ton, le rapport aux institutions, puis il y a aussi des sujets plus profonds. Euh, Aujourd'hui, c'est toi qui parles d'alliance électorale en parlant de la NUPES et du nouveau Front populaire dans ta tribune au Monde la semaine dernière. Euh, Comment est-ce que d'abord la gauche a besoin d'autre chose qu'une alliance électorale pour prendre le pouvoir? Pourquoi il y a une nécessité d'inventer autre chose qu'une alliance pour prendre le pouvoir, que ce soit au niveau des élections législatives ou même pour la présidence de la République et la composition d'un gouvernement? Bah, de toute façon, l'alliance, moi, mon propos dans cette tribune, c'était d'abord de dire que cette alliance, elle est nécessaire, mais elle n'est pas du tout suffisante, hein. Cette alliance, elle permet, en fait, c'est une alliance assez défensive. Et c'est une alliance qui a vocation à se reconstituer, même si, par exemple, le nouveau Front populaire éclate dans les mois qui viennent. Dans un an, s'il y a à nouveau une élection législative, elle se reconstituera, hein. Et ça, je pense que Macron, qui ne comprend pas bien la gauche, sous-estime la capacité de la gauche à être réaliste sur le plan électoral. La gauche, ce sont des partis professionnels de la politique. Ils veulent avoir des députés, des financements. S'ils sont fragmentés, avec le scrutin majoritaire à 2 tours, qui sera peut-être appelé à être dépassé, l'alliance est incontournable. Donc aux élections législatives. Et elle est plutôt performante. Elle a permis au PS d'augmenter ses députés et à la gauche voilà, d'être la première force globale. Mais cette alliance, elle n'est pas du tout suffisante, hein. Genre, la gauche, bon, c'est d'une banalité. Aujourd'hui, c'est 30%, un petit peu moins de 30%. Avec ça, on ne gouverne pas. Donc, je veux dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut pas, et c'est ça un peu la limite de la séquence, c'est qu'on, là, le jeu politique à gauche s'est replié sur les partis politiques. Alors qu'au moment des élections législatives, il y avait une dynamique qui débordait les partis politiques. Là, ça se replie sur les partis politiques parce qu'il y a des négociations pour désigner du Casté, pour gérer la crise politique. Mais en fait, la gauche, elle doit déborder, elle doit et puis elle doit s'ouvrir et elle doit aller chercher des électeurs qui aujourd'hui lui font défaut. Voilà, donc cette alliance, voilà, ce que je pense, c'est que cette alliance, ça ne peut pas être évidemment l'alpha et l'oméga de la gauche. Il faut aller plus loin, tant dans le côté de la bataille culturelle, mais aussi finalement de bon, et puis en fait, on voit aussi que cette gauche, c'était aussi le propos de ma tribune, c'est que elle fonctionne bien de manière défensive, mais dès qu'il faut gouverner, on l'a vu avec la désignation de Lucie Casté, qui a quand même été épique, euh, et on voit très mal ce nouveau Front populaire gouverner, parce qu'il y a quand même d'énormes dissensions, et parce que très clairement, on a la France insoumise qui table sur une trahison quand même du PS, hein, qui sans arrêt essaie d'exposer le PS à cette trahison pour relancer Jean-Luc Mélenchon. Et on a le PS, je l'ai vu aux universités d'été de Blois, qui en fait voilà, n'est pas très fier de cette alliance avec LFI, qui lui pose problème, parce que aussi très clairement, on l'a vu avec l'enquête du Monde, Cevipof, de vendredi dernier, Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, il est un peu radioactif, et c'est aussi Jean-Luc Mélenchon, beaucoup de candidats l'ont mesuré aux dernières élections législatives. C'est un frein aujourd'hui à la progression de la gauche aussi. Voilà. Donc on est dans cette situation d'une alliance qui n'est quand même pas très satisfaisante, qui fonctionne de manière défensive aux élections législatives, mais qui n'est pas de nature à projeter la gauche dans le pouvoir. Quand je dis dans le pouvoir, c'est-à-dire avec une vraie majorité, avec des capacités à gouverner. Euh, et là-dessus, voilà, il faut réfléchir à un au-delà du nouveau Front populaire, très clairement. Et puis, il faut réfléchir, évidemment, à la question de l'élection présidentielle, sur laquelle la gauche peut très vite se fracasser. Voilà, et là, tu proposes, alors désolé de le dire comme ça, mais comme à chaque fois que genre, on pense à une élection présidentielle, on se dit, tiens, on va faire une primaire. Enfin, et pour essayer de résoudre ce problème que tu poses dans ta tribune et que tu viens de poser là, c'est-à-dire bah, il faut qu'on ait un candidat unique si on veut avoir une chance de passer le premier tour. Euh,
qu'est-ce que pourquoi est-ce que tu penses que là, pour 2027, ça réussirait mieux que genre pour 2017 ou 2022, où globalement, personne n'en veut en fait de cette Mmh. primaire, pour une raison en plus qui est assez simple, c'est que les divergences pour le coup restent assez fortes et que euh, Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise n'a aucun intérêt à participer à une primaire où potentiellement il pourrait perdre. Mais je vais même te dire, de l'autre côté de l'échiquier politique, à gauche, avec le PS, je ne vois même pas pourquoi eux, ils voudraient participer à une primaire, dans la mesure où si à la fin il faut se ranger derrière Jean-Luc Mélenchon, je ne vois pas le Nicolas Meyer-Rossignol dire, bon, bah ok, il a gagné la primaire, je vais faire la campagne de Mélenchon. En fait, on n'est pas le Parti démocrate américain et on n'est pas capable, au bout d'un moment, Bernie Sanders, bah, il fait la campagne de Biden. Ça Mmh. n'existe pas chez nous. Mmh. Ouais, ouais, bah, alors, moi, je suis très, très content. Alors, il se trouve que j'ai écrit un ouvrage, il y a une dizaine d'années, un peu plus que ça même, contre les primaires. J'étais très hostile aux primaires. Je pense que les primaires ont énormément de défauts. Elles personnalisent, présidentialisent et puis elles produisent finalement des effets, destructeurs, c'est-à-dire que, non anticipés. Pourquoi je pense, que la primaire, et d'ailleurs va être à nouveau inscrite à l'agenda et est une solution. Il y en a d'autres, hein, mais est une solution. Euh, bon, d'abord, concrètement, on peut être assez d'accord pour dire qu'il faut un candidat unique de la gauche au premier tour de l'élection présidentielle. C'est-à-dire que globalement, la prochaine fois, alors on peut dire oui, oh, pas forcément, parce que peut-être que la Macronerie sera divisée, donc que le seuil d'accès au deuxième tour va être abaissé. Bon, moi, je pense que globalement, quand même, il faut un candidat unique parce que sinon, la gauche rentre dans une spirale de destruction, de différenciation. Bon, donc la question, c'est de savoir comment on parvient à ce candidat unique. Hein, donc là, à ce moment-là, il y a plusieurs méthodes. Hein. Il y a la méthode des sondages, hein, c'est-à-dire qu'on choisit celui qui arrive au mieux dans les sondages à la fin de l'année 2026. Il y a un accord. La première méthode me paraît pas très satisfaisante parce que souvent en plus les sondages se trompent, la décantation se fait quelques semaines avant l'élection présidentielle. Il y a la méthode du consensus, hein, c'est-à-dire globalement les forces de gauche se mettent d'accord pour désigner un candidat. Ça franchement j'y crois absolument pas. Hein, et les difficultés à nommer un Premier ministre avant l'été ont démontré que ce type de conciliabule ne fonctionnerait pas. Alors on peut inventer une convention citoyenne, une conférence de consensus, bon, pourquoi pas. Et puis il y a une troisième méthode qui est la primaire. Alors attention, tu dis la primaire, pour moi la primaire telle que je la propose n'a jamais été testée. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a eu comme primaire les dernières élections présidentielles? On a eu des primaires partisanes organisées par le PS, hein, la primaire Hollande, la primaire Hamon. Même si elle On était a eu des, ouverte, hein, à d'autres partis que le PS. ouais, ouais, non, ouais, mais bon, c'était globalement Mm. autour d'un parti pivot. Il n'y avait pas de gros parti autour. Bon, ensuite, il y a eu les primaires des écolos. Ils ont fait les primaires à chaque fois, mais il n'y a jamais eu de primaire de coalition. Hein. La seule primaire de coalition, ça a été mais bricolé, c'était la primaire populaire, euh, mais évidemment avec beaucoup de défauts puisque les partis politiques n'étaient pas d'accord. Voilà. Et moi, je pense on peut tout à fait construire une hypothèse de primaire de coalition dès lors que les partis politiques sont partie prenante et dès lors aussi, alors ça c'est très important, qu'il y a un accord sur le programme. Hein, c'est-à-dire, on ne fait pas la primaire avant, il faut d'abord se mettre d'accord sur un programme, et cet accord, il existe aujourd'hui, concrètement, puisqu'il y a eu la NUPES et maintenant le nouveau Front populaire. Donc il y a un socle de départ hein, qui existe et qui fait que du coup, concrètement, les divergences, elles existent, certes, et les primaires pourraient les trancher, mais il y a un socle de départ. Voilà. Alors après, concrètement, moi je pense que il faut donner des perspectives. Moi je pense que la primaire aussi, l'avantage, c'est que ça permet de déborder les partis politiques. Et ça permet, je le dis très clairement aussi, de discuter l'hypothèse d'une candidature de Jean-Luc Mélenchon. Je suis bien conscient que Jean-Luc Mélenchon n'ira pas à la primaire, bah, ça peut être une occasion, je le dis très clairement, de l'écarter, c'est-à-dire de dire voilà, parce qu'il y a quand même une espèce de chantage à chaque fois que Jean-Luc Mélenchon fait à l'élection présidentielle, c'est je force, euh, je, euh, je me présente et au bout du compte, je contrains les électeurs de gauche à voter utile. La primaire, c'est
une machine à casser le vote utile et donc à avoir un vote d'adhésion au premier tour. Alors, je suis bien conscient hein, de toutes les limites de l'exercice, mais il me semble qu'il y a un chemin et qu'on peut imaginer aussi un mouvement des primaires qui soit créé autour d'une plateforme avec, par exemple, un exercice de hiérarchisation des mesures. Par exemple, on pourrait demander avant aux électeurs, aux sympathisants de voter pour la primaire, par exemple, de choisir 10 mesures qui leur paraissent très importantes et qui seraient un socle, de demander ensuite aux candidats d'avoir 5 mesures en plus du programme. Enfin, voilà, il y a plein de formules auxquelles on peut réfléchir. Moi, très honnêtement, Pablo, donne-moi une autre option. Je suis prêt à l'entendre, mais je n'en vois pas en fait. Non, Je ne mais, vois pas, oui, sauf mais une primaire sauvage par les sondages, je ne vois pas d'autres outils de régulation du leadership présidentiel à gauche. le problème, pour moi, c'est ce que tu viens de dire et ce que tu dis à la fin de ta tribune appelant à une primaire pour la gauche. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu veux utiliser la primaire pour neutraliser Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que c'est un des buts de l'utilisation de la primaire. Je vais Au pas moins, d'accord avec alors, toi. sinon, de discuter de la pertinence de sa candidature, c'est-à-dire de demander aux électeurs de gauche s'il gagne la primaire, très bien, mais il la gagnera pas simplement parce qu'il a un parti et il a un groupe de députés très proches, très loyaux, mais en gros, on donne, et si c'est Mélenchon, il est candidat, il peut la gagner, mais au moins, il y aura une validation par les électeurs de gauche de sa candidature. Ce qui permettra par la suite au moins d'être très clair. Il y a une candidature. Si c'est Mélenchon, eh bien, on va derrière Mélenchon. Voilà. Oui, avec toujours la difficulté qui est lorsque tu as des cultures politiques, des projets politiques aussi qui sont pas exactement raccords entre les différentes familles de la gauche, au bout d'un moment, qui réussissent à y avoir une convergence, pour moi, nécessite plus que de trouver un stratagème pseudo-institutionnel comme la primaire pour résoudre le bazar. C'est-à-dire que Et tu le résous comment alors le bazar? bah, en travaillant. C'est-à-dire que pour En l'instant, moi, travaillant. ce que je constate, c'est que depuis la création, on va dire depuis la NUPES en 2022, hein, qui était un outil, comme tu dis, une alliance électorale, il n'y a pas eu vraiment de travail Oui, mais, non, entre les mais différents partis, y compris à ça l'Assemblée règle pas. nationale. Est-ce que la question du choix de l'incarnation relève d'un travail? Je suis pas sûr en fait. Mais non, Je, mais parce que pour moi, il doit effectivement, découler du travail. ouais, mais découler, c'est-à-dire de se dire que c'est le meilleur candidat, mais ça j'y crois pas du tout. Tu sais bien qu'à un moment donné, et comment tu vas départager aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin, Clémentine Autain, éventuellement Boris Vallaud, Marine Tondelier, Jérôme Guedj, Raphaël Glucksmann. Bah, tu vois, c'est pas une question de travail, c'est une question de rapport de force. Et à un moment donné, je suis très sensible à cette idée qu'il existe des cultures politiques, mais tu règles la question de la culture politique dans la primaire. Voilà. Voilà. Et Oui, tant, mais en disant, oui, mais non, parce que là, tu fais un truc violent. C'est-à-dire que, genre, les cultures politiques, parce que le premier tour est si très ta violent gueule, aussi. t'as Hein. perdu, tu vois. Enfin, c'est Ah, ouais, mais le t'as premier tour, il gagné, est très c'est Marine violent. qui a gagné. Comment? Le premier tour de l'élection présidentielle, de fait, est très violent. Et par exemple, siphonner le vote utile, comme l'a fait Mélenchon aux dernières élections présidentielles, c'est aussi très violent, en donnant l'impression. J'ajoute un autre élément qui plaide, à mon avis, pour mon hypothèse, c'est qu'il y a un problème, c'est la question des élections législatives. Ce Oh. qui pourrait, en fait, amener des partis politiques à être très sceptiques sur la primaire, c'est qu'ils auraient peur que le candidat issu de la primaire impose ses candidats aux élections législatives. On Oh. peut tout à fait dire qu'il y a eu une répartition aujourd'hui géographique des circonscriptions euh, en 2022, corrigée en 2024 et rééquilibrée avec le nouveau Front populaire. On garde la base globalement de cette répartition. Et donc, du coup, la question des très épineuse des législatives, elle me paraît être aujourd'hui, cette hypothèque me paraît être levée. Voilà. Oh. Maintenant, je voudrais en venir à la note que tu as coproduite pour le think tank Intérêt Général, qui s'appelle Faire mieux. Quel modèle d'organisation à gauche pour prendre le pouvoir? C'est lié hein, à ce dont on vient de se parler. Vous réfléchissez en gros dans cette note à
Qu'est-ce que c'est enfin, quelles sont les forces politiques aujourd'hui qui sont à l'œuvre? Comment est-ce qu'elles fonctionnent entre partis, mouvements, hein, parce que la France insoumise n'est officiellement pas un parti, c'est un mouvement. Euh, Première question assez générale, mais genre, comment est-ce que, si tu devais résumer la façon dont fonctionnent aujourd'hui, genre les quatre partis slash mouvements principaux, comment est-ce que tu le ferais? Et est-ce que tu trouves ça, enfin, quelles sont les forces et les faiblesses de la façon dont fonctionnent les Verts, les Insoumis, le Parti socialiste et le Parti communiste? Alors, un petit préalable, d'abord, effectivement, c'est une contribution donc, qui a été produite par l'Intérêt Général, qui est un think tank qui est plutôt proche de la France Insoumise, mais qui est assez autonome. Et j'y ai contribué, mais avec aussi beaucoup le travail de mon collègue Arthur Borriello, qui est un politiste belge là, qui travaille beaucoup sur ces questions-là. Et c'est un travail collectif, mais c'est vrai qu'on a joué tous les deux. On a écrit voilà, on a contribué plus fortement. Alors, le propos de cette note, c'est de dire que, tout à l'heure, tu disais qu'est-ce qu'il faut à la gauche pour qu'elle gagne. Je pense il faut une alliance électorale, il faut un bon programme, et à notre sens, il y a une dimension essentielle à gauche qu'il faut réhabiliter, c'est nous croyons, nous, aux organisations. C'est-à-dire que nous pensons que la gauche ne doit pas faire le deuil du travail politique, du travail militant, du travail organisationnel. Et donc, on parle beaucoup, évidemment, depuis 2022, de la bonne équation sociologique pour la gauche. Quel groupe, par exemple, agrégé, la France des bourgs et des tours pour Ruffin, le débat sur, en gros, quel est le segment social qui manque à la gauche. Donc ça, c'est la question sociologique qui est très importante. Il y a une question essentielle qui est articulée à la question sociologique, c'est la question organisationnelle. Et je pense que la gauche a trop abandonné cette question en jugeant qu'elle pouvait faire l'économie des partis politiques. Et finalement, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de YouTube, c'était inutile d'avoir des militants, des organisations. Moi, je pense que c'est pas du tout le cas. La droite et l'extrême droite peuvent faire l'économie d'un travail de médiation et d'intermédiation politique, pas la gauche. Or, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'élites à gauche, de dirigeants qui pensent que voilà, le parti politique, c'est un outil du 19e et du 20e siècle, et finalement, il faut avoir quelques militants pour quand même faire les campagnes, mais pas plus. Voilà. Donc nous, on essaie de remettre au cœur du débat stratégique la question des organisations. Alors pour répondre à ta question, effectivement, aujourd'hui, on a en gros deux types d'organisations, hein, pour schématiser. Le PS versus LFI. Et en fait, ces deux organisations ont ont les défauts de leur qualité. Donc le LFI est une structure qui est essentiellement une machine électorale présidentielle, qui rejette la bureaucratie, qui veut être souple, agile, qui n'est pas du tout intéressé par le niveau local, parce que c'est considéré comme un lieu de notabilisme qui est enfin, pas forcément intéressant, et qui valorise un engagement à la carte, intermittent, et qui ne cherche pas à fidéliser une base parce que Jean-Luc Mélenchon se méfie d'une base qui a souvent des revendications de démocratie, que Jean-Luc Mélenchon juge pas forcément illégitime, mais secondaire. Voilà. Et puis de l'autre côté, on a un parti, le PS, n'a pas de présidentiable et de moins en moins une machine présidentielle, qui est une machine locale, très implantée localement, avec beaucoup d'élus locaux, avec tout ce que ça charrie de dépolitisation, qui a eu aussi assez peu de militants et qui a une logique démocratique beaucoup plus forte. Hein. Concrètement, là où LFI, le chef décide et quand il prend des impulsions sans jamais en référer à une direction quoi que ce soit, hein, le PS consulte sa direction, il va avoir un congrès en 2025 avec tout ce que ça charrie de conflictualité, etc. Bon, voilà. Et donc, il nous semble qu'entre ces deux modèles qui se construisent aussi négativement l'un par rapport à l'autre, il y a d'autres options. Voilà. Et notamment, nous, on considère que LFI présente tout un ensemble de choses hyper intéressantes, hein, notamment dans la capacité à absorber des dynamiques sociales, notamment au moment des élections présidentielles, à s'ouvrir
sur une partie de la société, mais a aussi beaucoup de limites, hein. Bon, évidemment, la question démocratique dont on va peut-être parler, qui est une question très complexe à régler, mais aussi la question de, de l'ancrage dans la société civile. C'est-à-dire que l'ancrage, c'est pas simplement l'ancrage notabiliaire ou local, c'est aussi la capacité voilà, à créer des loyautés, à tisser des relations avec, dans la société. Voilà, en gros, ce que je peux te dire. Mais justement, sur ce dernier point, lorsque tu parles d'ancrage dans la société, moi, c'est ce que je trouve le plus problématique. Et d'ailleurs, depuis l'élection législative, c'est l'absence de lien de ces partis dont on parle avec le reste de la société civile organisée de gauche. C'est-à-dire avec les gens, en gros, bah, qui ne sont pas dans les partis et qui peut-être voudraient aussi genre participer de la réflexion sur, je sais pas, le choix de la personne proposée par le nouveau Front populaire à Matignon, mais aussi la société civile organisée. Je te prends un exemple un peu voilà, original, mais parce qu'on parle souvent de la CGT, enfin des centrales syndicales ou des grosses associations qui se revendiquent de cette gauche. Mais là, par exemple, dimanche, pardon, 7 septembre, il y a une grande manifestation qui est organisée par les organisations de jeunesse à laquelle va participer notamment la France Insoumise pour appeler à ce que Lucie Castet soit nommée à Matignon. Il y a le planning familial qui a appelé à cette mobilisation, tu vois. Et moi, je me dis, mais en fait, le planning familial fait partie de cet univers, de cet écosystème du Front populaire, c'est-à-dire de la gauche, tu vois. Et les liens entretenus par bah, les formes partidaires avec bah, cette gauche en dehors du Parlement sont quasi nuls. Et moi, c'est ce que je reproche aujourd'hui à la gauche, c'est de se concentrer sur le Parlement, d'imaginer que tout se passe et de dire ah mais de toute façon il se passe pas assez de choses au Parlement, on veut plus de puissance au Parlement. J'en ai rien à foutre du Parlement. Enfin, la politique, elle se passe pas qu'au Parlement, elle ne peut pas se passer qu'au Parlement ou à Matignon ou je sais pas où. Enfin, elle doit se passer partout, partout ailleurs. Et donc, et ce sera ma question, comment, enfin, est-ce que là, parce que dans les deux modèles, EPS et France Insoumise, il n'y en a aucun des deux qui réfléchit même à ça, à cette ouverture. Et même dans votre note, je vois pas trop où ça a sa place exactement, ce lien avec cette gauche qui n'est pas dans les partis, mais qui est dans les assos, dans les syndicats et même dans les Ici, collectifs. on en parle à la fin. Bah, en fait, alors, c'est une question, on ne va pas se raconter d'histoire, qui est très compliquée parce que globalement, on avait, en dehors du modèle PS et les filles, il y a aussi un autre modèle, c'était le modèle PC. Hein, le modèle PC, c'était le modèle des partis contre-société. Hein, la force du PC, c'était justement de déborder de l'organisation partisane stricto sensu. La force du PC, c'était la CGT, le Secours populaire, les associations d'anciens combattants, les associations de jeunes, les intellos, etc. Bon. Ce qui est compliqué aujourd'hui à gauche, c'est que les mondes de la gauche se sont désarticulés. C'est-à-dire qu'effectivement, le monde associatif, le monde culturel, le monde intellectuel, le monde syndical s'est éloigné des partis politiques, mais ce n'est pas seulement lié aux partis politiques, hein, c'est lié aussi à ces mondes-là qui veulent leur indépendance, qui ne veulent pas être associés aux partis politiques. Ça tient aussi très très souvent à la professionnalisation de ces milieux. C'est des milieux qui dépendent de financement public et qui se sont, en somme, dépolitisés. Et donc la question, c'est comment on recrée du lien entre ces organisations alors que les partis ont eu tendance à se rétracter, c'est-à-dire qu'ils se sont repliés sur effectivement une conception très électoraliste de la politique ou institutionnelle de la politique. Bon, moi, il me semble, alors là, bon, je pense qu'on ne peut pas revenir à l'idée que les partis politiques vont remettre sous tutelle le planning familial, les mutuelles, etc. Bon, il faut essayer d'inventer des interactions de respect réciproque, mais en même temps, où ces forces-là, ces forces qui sont en prise avec la société, en prise avec la société, ancrage avec la société, que les partis politiques non plus, on soit en capacité de les mettre en mouvement. Et il me semble, alors, que par exemple, étoffer le nouveau Front populaire en faisant une espèce de confédération du nouveau Front populaire, c'est-à-dire en intégrant des partis, mais pas que,
c'est-à-dire aussi, je sais pas, l'économie sociale et solidaire. Alors, ça crée une autre structure, mais une structure qui permette en fait aussi de ne pas faire que l'alliance soit simplement une addition d'appareils avec tout ce que ça peut avoir, de corporatisme, etc. Voilà, ça serait quelque chose à inventer. Donc là, voilà, je pense que ça peut se jouer à l'intérieur des partis, parce que ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire aussi, dans chaque parti politique, faire plus place aux leaders associatifs. Euh, bon, ça, mais aussi à l'échelle d'une espèce de confédération que pourrait être l'alliance électorale. Bon, mais on ne va pas se raconter d'histoire, c'est très compliqué. Hein. C'est très compliqué parce que il y a effectivement la gauche aujourd'hui, elle est éclatée et elle a tendance à se rabougrir dans les partis politiques. Il faut essayer de trouver des formes de voilà, d'élargissement. J'ai une dernière question. En fait, pour votre note, elle parle d'une organisation générale de ces partis. Si je me place du point de vue du Pékin lambda, c'est-à-dire par exemple moi ou toi, comment est-ce que tu envisages euh, enfin, qu'est-ce qui devrait se passer, par exemple, si tu vas dans une section, comment est-ce que tu penses que ça pourrait se passer le mieux possible? Moi, j'ai appartenu à des partis politiques, je suis allé dans des sections, et j'avoue que j'ai été pas déçu, mais un peu étonné en fait de ce qui s'y passait, tu vois, genre, donc tu lis les trucs que le national les décisions qui ont été prises au niveau national, tu discutes en mangeant des chips et en buvant un verre de vin, c'est plutôt sympathique. Donc il y a la question de la socialisation qui est très importante et qui, je trouve, parfois n'est pas mise assez en avant. Enfin, après, tu commences à réfléchir à genre, comment tu vas faire pour les prochaines élections locales, parce que genre globalement le national, bon, choisir qui va être président de la République, enfin, candidat à la présidence de la République, ça, au niveau local, ça t'intéresse pas. Enfin, tu Si participes. ça t'intéresse, mais tu n'as pas forcément Voilà, à la part prise. décoller des Ouais. affiches, voilà. En revanche, qui va être conseiller municipal, ça c'est très important. Qui va être sur la liste, ça c'est très important. Mais voilà, en fait, j'ai pas vu d'émulation, on va dire, politique intellectuelle spécialement puissante dans ces espaces-là, ce que je trouve dommage. Mais est-ce que ça a déjà été un espace où il y avait cette émulation politique intellectuelle forte? Je ne sais pas. Oui, si. Si, si, on a quand même de voilà, alors après, c'est pas du tout pour être dans la nostalgie, mais le PS des années 70, c'était un peu ça, quoi. Le PS des années 70 qui s'est reconstruit, c'était, un intellectuel collectif, un parti très en prise avec le monde associatif. Alors, bon, pour répondre à ta question, effectivement, aujourd'hui, ça fait vraiment pas envie d'entrer dans un parti politique. Parce que d'abord, en plus, il y a beaucoup de vieux, hein, bon, c'est bien, mais, c'est pas du tout Non, du attractif tout. pour les jeunes. Je pense que je te donne 3 réponses. Déjà, je pense qu'il faut multiplier les types d'adhésions. C'est-à-dire qu'il faut avoir des adhésions à diverses intensités. Il y a, donnant d'ailleurs des droits différents. C'est-à-dire adhérents, sympathisants, militants, militants local, militants thématiques. Donc en fait, il faut multiplier les types d'adhésions. Et effectivement, il y a des gens qui sont intéressés par le local, il y en a d'autres qui vont être plutôt intéressés par une cause, la cause environnementale, la cause LGBT, la cause animale. Donc il faut qu'ils puissent militer thématiquement dans les partis politiques. Bon, ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, je pense qu'effectivement, il faut valoriser pour une partie des militants, mais pas que, la dimension intellectuelle, qu'il faut inventer des formes de participation. Ça peut passer par des plateformes. Le LFI avait commencé à le faire au moment avec les livrets, etc. Mais cette dimension intellectuelle, c'est que la réflexion n'est pas le monopole des élites du parti. Et puis, troisième axe très important, c'est la convivialité et la solidarité concrète. C'est-à-dire que les partis politiques, ça doit être des endroits de sociabilité permettant à des gens différents de se rencontrer. Donc et ça, par exemple, par rapport à cette équation sociologique dont on parlait tout à l'heure, rassembler les classes moyennes et les catégories populaires, c'est les partis politiques qui doivent être le creuset de ça. Donc de la convivialité, hein, je sais pas, par exemple, le PTB belge, il fait énormément de fêtes. Euh, voilà, donc cette convivialité soit hyper importante. Les partis politiques, c'est un univers très dur, très cynique, très conflictuel, voilà. Et puis, autre aspect très important, je pense, c'est des partis
qui crée des formes de solidarité concrètes. C'est-à-dire que je pense que les partis politiques doivent aussi faire du soutien scolaire, faire, être des coopératives, des AMAP dans les partis politiques. C'est-à-dire que c'est des lieux, pas simplement des lieux qui changent concrètement la vie des gens. Bon, c'est ambitieux, hein, ce que je dis, hein, mais je pense que c'est très, très important et ça, je pense que ça peut il y a des gens qui voudraient participer aux partis politiques, mais finalement pour mettre en œuvre concrètement les valeurs dont sont porteurs les partis. Parce que je pense que le problème de la gauche, c'est qu'il y a un énorme décalage entre ce que dit la gauche et ce que sont socialement ses représentants et ce que font ses militants. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que ce que la gauche doit valoriser aussi à travers ses pratiques partisanes et militantes, c'est l'exemplarité, être exemplaire. C'est-à-dire que globalement, bon, alors ça suppose des moyens, ça suppose par exemple pour la France insoumise que tout l'argent de la France insoumise soit pas mis pour l'élection présidentielle et qu'il y ait des vrais sièges départementaux. Hein. Les filles, on n'en parle plus des sièges. Vous avez dit, il n'y a pas de local à la France insoumise. Tout l'argent euh, est concentré en haut et ne ruisselle pas en bas. Ça suppose, par exemple, aussi, à mon avis, de faire des cotisations. Parce que le problème de LFI, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens parce qu'ils ne font pas de cotisations. Et comme ils ne font pas de cotisations, ils ne font pas de démocratie. Parce que on ne peut pas donner des droits démocratiques à LFI, il y a pas de vrai adhérent. Voilà. Ils ont quand même un peu d'argent grâce à leur score aux élections, hein. Ça leur Exactement, permet. ils ont plusieurs millions d'euros. Voilà. Alors peut-être que c'est pas assez, mais il faudrait. Je pense que par exemple, l'idée de l'adhésion n'est pas une mauvaise idée. Bon voilà. En tout cas, je pense qu'il y a plein de choses à discuter et on n'est pas condamné à avoir d'un côté du gazeux présidentiel et de l'autre du notabilière PS dépolitisé. Voilà, on peut inventer de nouvelles pratiques partisanes et c'est très important de réhabiliter les partis politiques. J'ai une toute dernière question en quelques phrases. Ta note, enfin votre note collective là, euh, comment est-ce que tu penses qu'elle va être, enfin comment est-ce que tu penses qu'elle peut être utilisée par les différents acteurs et actrices politiques? Sous-entendu, c'est quoi d'après toi aujourd'hui le rôle des intellectuels comme toi dans cette sphère politique? Est-ce que tu penses que par exemple il y a des leaders politiques qui ont lu ta note ou pas du tout. Enfin, ce lien est complètement distendu. Bah, écoute, j'espère, elle circule la note. Bon, après, tu sais bien que du côté de la France insoumise, il y a parfois, je pense que, moi, je pense que je mise sur l'intelligence. Je pense que les leaders de la France insoumise sont capables de s'approprier cette note. Bon, est-ce qu'ils prendront le temps de la lire, hein? Elle fait 30 pages. Voilà, les hommes politiques ont tendance à pas forcément plus beaucoup lire. C'est un peu dommage. Euh, bon, en tout cas, moi, on fait l'effort parce que c'est un effort. Enfin, si tu veux, la note, c'est pas de la science politique, hein, c'est une espèce de science politique appliquée. Donc, c'est en gros l'idée. Moi, j'analyse les partis tels qu'ils sont, pas tels qu'ils devraient être. Donc là, j'ai fait l'effort avec mon collègue Arthur Borriello et d'autres d'essayer d'aller au-delà de mon analyse sociologique froide, clinique. Bon, donc moi, on fait un pas vers les dirigeants, aux dirigeants de faire un pas vers nous. Après, bon, s'ils veulent pas le faire, bon, moi, je dis en tant qu'intellectuel, moi, je suis allé aux universités d'été de Blois, j'étais déjà allé aux amphis de la FI, je vais chez Ruffin quand il m'invite. Moi, je veux pas être sur l'aventin de la science. Je pense que la science, les sciences sociales sont utiles si elles sont appropriées par les acteurs. Après, c'est vrai que c'est parfois un peu désespérant. C'est-à-dire que globalement, les dirigeants, par exemple, à l'université de Blois, ce que j'ai trouvé vraiment pas bien, c'est qu'il n'y avait pratiquement pas d'intello, quoi. Bon, je dis pas que ça c'est dommage, il y avait pratiquement que des élus à tous les ateliers. Bon, je pense que la gauche a besoin des intellos. Les intellos font pas toujours beaucoup d'efforts pour discuter avec les politiques parce qu'ils trouvent ils sont pas dignes d'intérêt. Bon, il faut essayer de renouer ce lien. Ça fait partie aussi du travail des partis politiques. Les partis politiques doivent créer des liens avec des intellectuels, doivent être des lieux de rencontre. Bon, c'est ce que la Boétie fait plutôt bien, mais ça, c'est vachement important. En tout cas, moi, je fais le pari que les dirigeants peuvent s'approprier ce type de réflexion. Eh bien, c'est sur ces mots qu'on arrêtera cette interview et à bon entendeur, salut. Merci beaucoup, Rémi. Salut à toi, Pablo.